questions à leur tour. Euh, je me présenterai Conto. Donc, je suis représentant territorial du syndicat employeur Exopé. Exopé, donc, est le syndicat employeur de la branche animation qui s'appelle ECLA, mais qui est syndicat employeur aussi de la branche du sport, de la branche de l'habitat social. Nous avons une représentation locale et nous nous intéressons particulièrement aux ressources humaines et à l'accompagnement. Pour ceux qui ne seraient pas un syndicat employeur, euh, bah, permet d'aider les employeurs dans différentes démarches. Par exemple, sur Exopé, nous avons un service juridique qui permet de poser des questions pour avoir une réponse juridique auprès de juristes qui ont souvent les compétences nécessaires, puisque du coup, c'est eux qui écrivent les conventions collectives. Et donc, du coup, par exemple, dans la convention de l'animation, la personne à qui vous risquez de poser une question est sans doute celle qui a écrit une partie des articles dans cette convention. Donc, le sujet du jour est le suivant: faire de ces ressources humaines une réelle ressource pour son développement associatif. Vous savez que dans les richesses humaines, pour une association, si vous étiez là lundi, vous l'avez vu, je reprends juste cette partie-là. Nous avons tout d'abord les bénévoles. Vous êtes certainement autour de l'écran des bénévoles. Mais mon intervention ne sera pas centrée sur les bénévoles, même si à certains moments, un certain nombre de choses pourront s'appliquer également aux bénévoles. Je m'attarderai plutôt sur le côté salarié, comment nos ressources humaines salariées peuvent être de vraies ressources. J'intégrerai dans cette discussion les apprentis, puisque les apprentis sont bien des salariés. Et puis, je rappelle simplement que nous pouvons, dans nos richesses humaines, avoir des volontaires, des stagiaires, et puis faire appel aux métiers à compétences. Il y avait cet après-midi, ou ce matin plutôt, une conférence autour du mécénat. La forme de la conférence, du webinaire, pardon, c'est plutôt interactif. Donc, je déroulerai un certain nombre de slides, mais n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, pas assez vite, ou à me poser des questions. Il y a aucun souci avec ça. Euh, pour commencer, euh, j'ai divisé mon intervention en deux. Une première partie avant le recrutement, donc les phases préparatoires pour choisir la bonne personne sur le bon poste. Et puis une deuxième partie autour de l'après-recrutement, les phases qu'il faut maîtriser pour maintenir là où les personnes comme des ressources au service de notre projet. Euh, c'est important parce que euh, le premier choix de salarié, alors peut-être quand on a beaucoup de salariés ou déjà des salariés, c'est plus facile. Quand on n'a pas encore de salariés, le premier salarié est souvent le plus difficile à prendre puisqu'il va modifier le fonctionnement de l'association et donc il ne faut pas se tromper. Alors, j'ai repris ici quelques éléments pour bien se redire comment une ressource humaine peut être une vraie ressource. Euh, L'idée que je souhaite vous faire passer, c'est qu'il faut être très au clair sur ce qu'on attend d'une personne que l'on va salarier. C'est-à-dire que nous soyons dans l'association tous au même niveau de qu'est-ce qu'on attend sur le poste que l'on va créer. Pourquoi? Parce que très souvent, on est entre bénévoles si on n'a pas encore de salarié et on a tous une vision de ce poste que l'on pourrait créer. Et donc, il y a nécessité qu'on travaille en amont. C'est pas l'un d'entre nous qui va décider comment on nous poste, mais il y a un certain nombre d'étapes et je vous propose de les voir ensemble. Tout d'abord, c'est de formaliser le projet de développement associatif, de votre développement associatif. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Je prends un exemple. Nous voulons accueillir du public tous les matins. Eh bien, est-ce que j'ai besoin d'une secrétaire pour accueillir ce public ou est-ce que j'ai besoin d'un animateur parce qu'il va faire des animations avec eux? Ou est-ce que j'ai besoin d'un directeur parce qu'il aura des informations particulières à donner aux personnes? Donc, il faut bien que je sois au clair sur le projet que je souhaite développer et donc, du coup, que j'identifie les besoins nécessaires à cette création. Si j'ai besoin d'une secrétaire, je vais avoir besoin de savoir ce qu'elle aura à faire avec les publics. Donc, je vais devoir préciser, et on verra tout à l'heure sur une fiche de poste, les précisions qui seraient intéressantes d'avoir.
Une fois que j'ai défini ce poste, on va partir sur l'idée d'une secrétaire. J'ai besoin d'une secrétaire pour accueillir le public le matin, pour les renseigner, pour leur donner des informations, pour les orienter. Eh bien, ma deuxième étape, une fois que je sais que j'ai besoin d'une secrétaire, ça va être de définir la charge financière liée à cette embauche. C'est le premier élément de réussite d'une ressource, c'est qu'on soit en capacité de la financer. Je rencontre souvent des associations qui ont une bonne idée, ouvrir un poste de secrétariat, mais qui ne savent ni ce qu'on va faire précisément avec la personne, ni les capacités financières qu'on a à la financer. Une secrétaire ou quelqu'un qui est sur un salaire de base pas loin du SMIC lui coûtera entre 22 et 25 000 euros par an. Et donc, il faut absolument que je sois certain que j'ai la capacité financière liée à cette embauche. Si je n'ai pas la capacité de faire rentrer 25 000 euros par an sur mon association, je dois peut-être me poser la question de quel type de poste et quel type de temps de travail je dois avoir. Euh, Ensuite, quatrième étape, pardon, c'est l'étude de la convention collective. Elle est valable que si vous n'avez pas encore de salarié. La convention collective, elle est liée à votre code NAF. Donc, si vous êtes un club sportif, bah, vous irez forcément vers la convention collective du sport. Si vous êtes dans un centre social, vous irez nécessairement vers la convention EXPA, etc., etc. Pourquoi c'est important d'étudier la convention collective? Là encore, dans la qualité de la ressource humaine, vous allez avoir deux éléments principaux. La première, c'est quels sont les éléments supplémentaires dans le travail que propose votre convention collective. Par exemple, dans la convention collective de l'animation, si jamais votre salarié a un enfant malade, il pourra être absent 12 jours dans l'année sans que vous puissiez lui retirer du salaire sur ses absences pour enfant malade. Quand je dis enfant malade, ça veut dire une attestation du médecin qui dit l'enfant doit être gardé par son parent. Si vous êtes dans la convention ALISPA, vous n'avez pas du tout cette même possibilité. La personne absente pour enfant malade sera absente et verra son salaire diminuer si elle n'a pas de récup ou des choses comme ça. Donc, c'est très important d'étudier la convention collective parce qu'elle a un impact. Elle a un impact sur le salaire, elle a un impact sur les conditions de travail, sur vous en tant qu'employeur, les conditions dans lesquelles vous allez accueillir vos salariés. Cinquième étape, qui est la plus importante, pas la plus importante, une très importante, c'est définir le profil du poste. Pour avoir une ressource qui soit effectivement dans de bonnes conditions, il faut qu'elle sache ce qu'elle a à faire et que vous sachiez ce que vous avez à lui faire faire. Si je vous dis tout à l'heure, nous allons recruter une secrétaire et que je nous interroge tous, une secrétaire, nous sommes 5, 6, nous aurons 6 définitions différentes de ce qu'est une secrétaire. Elle répond au téléphone, elle répond aux personnes, elle va chercher le courrier, elle fait les dossiers du directeur, etc., etc. Donc, c'est très important de définir ce que nous attendons du poste. Dans les échecs que je vois dans les associations que j'accompagne, c'est souvent lié à une mauvaise définition du poste. Exemple très régulier, euh, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise Excel. C'est très bien, mais il faut peut-être que dans la définition de ce que veut dire maîtriser Excel, je sois certain que la personne le maîtrise. Est-ce que c'est des tableaux croisés dynamiques ou est-ce que c'est faire une addition dans le tableur Excel? Vous voyez bien qu'entre les deux, on parle toujours d'Excel, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de compétence. Donc, j'ai besoin absolument d'avoir un profil de poste, une définition claire de ce que j'attends. Sixième élément, pardon, la procédure de sélection et de recrutement. Il est très important aujourd'hui, quelles que soient les modalités que l'on utilise pour l'emploi, le bouche à oreille, Facebook, LinkedIn ou d'autres plateformes de ce type-là, d'être très au clair sur l'accueil des personnes au sens du recrutement, les questions qu'on va leur poser et être attentif sur leur CV. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des CV très intéressants, mais qui finalement euh, n'ont pas, euh, n'ont pas les profils qui correspondent. Je reprends mon exemple d'Excel. Je sais utiliser Excel, mais je ne sais pas faire des tableaux dynamiques croisés. C'est important ces procédures pour que vous soyez équitable entre les différents candidats et pour que vous ayez des éléments objectifs de choix. Euh, Là encore, dans les accompagnements que je suis amené à faire, parfois on prend la personne qui est pas très loin en se disant, elle n'aura pas de frais kilométriques, elle ne va pas nous lâcher. Ou on prend la personne qui a une compétence très particulière. Mais peut-être que en étant à plusieurs à- à faire le recrutement, on aura d'autres choix et on sera peut-être attentif à d'autres regards.
Dernier élément, la procédure d'accueil. Comment nous accueillons aujourd'hui un salarié? Est-ce qu'il est noyé dans un bain d'autres salariés? Est-ce qu'on le laisse tout seul avec un bureau et attend? Donc, il faut mettre en place, et d'ailleurs, par exemple, sur le syndicat employeur exopé, on a un livret type qu'on peut bien entendu adapter pour que le salarié sache quelles sont les conditions dans lesquelles il va travailler. Et très souvent, une fois qu'on a ouvert le poste, qu'on a recruté la personne, on se sent parfois libéré d'un poids. En fait, le poids, il est encore là et il faut accompagner la personne pour qu'elle soit en capacité de prendre le poste dans de bonnes conditions. Pour définir son métier, j'ai remis très rapidement le petit triangle à des métiers, emploi, poste, mission et tâches, parce qu'il est essentiel de définir tous ces éléments. Je le disais tout à l'heure dans la fiche de poste. J'ai repris la proposition de secrétaire, c'est un métier. Euh, le poste que je peux ouvrir, je vais bien le définir comme secrétaire d'accueil, secrétaire de direction, secrétaire de secteur formation, animation, autre chose, pour que déjà je recueille des personnes qui se sentent à l'aise dans accueil, formation ou autre chose. Et ensuite, c'est là où le travail commence vraiment de manière importante pour les membres de l'association et les gens qui recrutent. Ça va être les missions et les tâches que je souhaite confier à cette personne. Les missions, euh, elles se rapportent à un résultat attendu, à des moyens qu'on va mettre en place pour les filles. J'ai pris l'exemple ici d'accueillir le public. C'est une mission d'accueillir le public. Et la tâche, elle va être encore plus précise. Ça va être ce qu'on appelle une opération élémentaire. Donc, par exemple, j'ai pris là comme exemple le répondre au téléphone et donner l'information pertinente à une personne qui pose une question. Donc, ça veut dire que je dois, moi, membre de l'association qui participe, être en capacité de définir très précisément les missions et les tâches que je vais demander à la personne. Pourquoi? Vous verrez après dans la suite, une fois que l'employeur suivre la personne et garder la personne pour qu'elle réussisse dans ses fonctions. Comment je peux évaluer quelqu'un dont je ne sais pas la qualité et la capacité de travail? Je demande à la secrétaire que nous recrutons d'accueillir le public et de répondre au téléphone et de donner de l'information pertinente. Cela veut dire que je vais l'accompagner sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi répondre au téléphone. Est-ce que je vous dites bonjour? Est-ce que vous dites bonjour avec le nom de l'association? Est-ce que vous dites bonjour pour plus un message type au nom de l'association, etc. Et enfin, si par exemple, toujours dans l'exemple, je veux lui donner de l'information pertinente, ben, il faut bien que nous ayons la procédure pour qu'elle ait toute cette information pertinente. Et très souvent, on peut mettre en place des salariés qui, en fait, n'ont qu'une partie d'informations, des éléments qu'ils doivent connaître, simplement parce que l'on n'a pas défini exactement ce qu'on allait leur demander. Donc ça, c'est très important de bien lister les missions et les tâches de chaque personne pour que du coup, quand vous en faites l'entretien avec les personnes, vous leur présentez bien l'ensemble des missions et des tâches, de manière à ce que la personne puisse vous dire, je suis très compétent, je suis très capable de faire telle et telle mission, mais en même temps, je me sens moins à l'aise sur telle ou telle mission. Parce que du coup, cela, même si la personne vous intéresse, ça vous permettra peut-être de commencer à mettre en place des formations sur une dynamique sur laquelle elle ne serait pas très compétente. Donc ça, c'est un triangle très important. Le plus important étant bien sûr ceux du BAM, la mission et la tâche. Mais c'est essentiel si on veut avoir des ressources humaines qui vont pouvoir être efficaces pour notre structure. Je le redis, une secrétaire, ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est une secrétaire qui cherche, elle va peut-être trouver des choses à faire, mais ça n'est pas à elle de trouver. C'est à l'employeur de donner l'ensemble des éléments des tâches à réaliser. Une petite, alors c'est peut-être un peu petit, mais c'est un exemple de fiche de poste pour permettre eh bien, de se clarifier, de lister un certain nombre de choses. Je ne vais pas reprendre tous les items, hein, certains n'ont pas d'intérêt dans la discussion de cet après-midi, mais les missions et finalités de l'emploi, que la personne, quel est le sens de son poste, en quoi elle contribue au fonctionnement de l'organisation associative et donc du projet associatif, quels sont les domaines d'activité et qu'est-ce qu'elle va faire dans ce point. Donc là, je vais retrouver ici les missions et les tâches définies qui vont me permettre de bien pouvoir présenter à la personne
les attendus que j'ai autour d'elle. Vous avez tout en bas à gauche les compétences et les capacités. Bien, par exemple, si je reprends toujours le même exemple d'Excel, je ne vais pas mettre connaître Excel, je vais mettre une compétence particulière qui va être maîtriser Excel dans les tableaux croisés dynamiques. Là, quand je vais présenter ça à la personne, je sais bien de quoi je parle. Si je dis maîtrise du français dans les compétences, je vais préciser ce que j'entends par maîtrise du français. Si je suis sur maîtrise des applicatifs numériques, je vais aussi pouvoir, ce qui va me permettre de bien savoir ce que j'attendais et donc de la questionner dans un entretien. Et ensuite, au fur et à mesure des journées de travail qui se déroulent, de voir si elle est en capacité de répondre aux compétences que nous avons bien vues en elle. Parce que si elles ne sont pas là, il y a deux solutions. La première, c'est de mettre fin à une période d'essai. La deuxième, c'est de former. Je vais plutôt vous inviter à faire la deuxième période, deuxième phase sur ce que je vous proposais après, d'accompagner les personnes par la formation pour qu'elles soient toujours au niveau où nous les attendons. Vous aurez donc ce diaporama envoyé à Madame Muriti et à Madame Sébarek pour qu'elle puisse les diffuser. Mais c'est important d'avoir un certain nombre d'éléments, là, comme ceux que je viens de citer. Bien entendu, vous aurez le secteur ou le service dans lequel la personne travaille. C'est important qu'elle le sache et que son responsable de service le sache aussi, et sa position dans l'organigramme. Après le recrutement, nous venons de recruter la personne. Nous avons trouvé la secrétaire qui nous intéresse, qui maîtrise Excel, qui maîtrise un bon niveau de français, qui connaît des applicatifs numériques, etc., et dont nous avons défini les tâches. Euh, nous allons avoir un premier élément qui va nous permettre de faire de cette ressource humaine une ressource en permanence à jour. C'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, toutes les associations n'ont pas cette obligation de le faire, puisqu'il y a des seuils de salariés, mais c'est important d'en avoir conscience parce qu'on peut en faire même si on n'en a pas l'obligation légale. Très simplement, cette GPEC, elle aide aussi l'association globalement à se positionner sur son environnement et sur ses besoins. Donc là, je vais vous parler d'éléments en contenu de ressources humaines, mais on peut imaginer qu'on les globalise à d'autres éléments. Les trois éléments importants, c'est analyser les enjeux stratégiques de l'entreprise. Quels sont les enjeux de mon entreprise? Effectuer le diagnostic et concevoir un plan d'action. Vous voyez bien que ce que je vais faire pour la ressource humaine, je peux tout à fait l'envisager pour, euh, pour le projet global de l'association. Je prends un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Aujourd'hui, votre comptable, si vous avez un comptable, elle saisit au jour le jour des factures sur son ordinateur. Son rôle principal, il est de la saisie informatique. Dans 10 ans, votre comptable, elle ne saisira plus rien. Je ne suis pas sur un film d'avant-garde. On sait aujourd'hui que la numérisation que nous ne faisons pas encore correctement aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être même avant, les numérisations permettront directement de reconnaître que c'est une facture d'alimentation et de l'incrémenter immédiatement dans votre logiciel de comptabilité dans alimentation. Donc, ça veut dire que votre comptable, dans 10 ans, n'aura plus besoin de saisir. Un poste de comptable dans 10 ans, ce sera plus quelqu'un qui saisit des factures. Donc, il y a deux solutions par rapport à ça. Ou j'attends 10 ans et je dis à ma secrétaire comptable, bah, tu n'es plus en capacité de faire ton travail et donc je te licencie. Ou au contraire, je suis en veille logistique et permanente de c'est quoi un métier de comptable, c'est quoi aujourd'hui un comptable, pour envoyer régulièrement ma comptable sur des formations pour que dans 10 ans, elle soit au top par rapport aux besoins que j'aurai d'une comptable. Et donc là, je vais donc essayer à partir de l'environnement, à partir du diagnostic de la compétence de mes salariés, de concevoir un plan d'action pour justement éviter que je perde des emplois ou des personnes qui ne sont plus compétentes. Et donc, du coup, si jamais ma comptable dans 10 ans n'est plus capable de faire ce que je lui demande, eh bien, je mets en danger mon projet associatif parce que du coup, elle passera un temps fou pour faire des choses qui, en fait, aujourd'hui, enfin demain, nécessiteront finalement assez peu de travail. Autre élément à avoir en tête, c'est que ce sont les personnes les moins qualifiées, qui sont les plus fragiles par rapport à cette dynamique-là.
Si vous avez une secrétaire qui était dactylo dans sa jeunesse, vous doutez bien elle est plus dactylo aujourd'hui. Elle est une secrétaire avec de l'informatique. Mais demain, on est encore pareil. Nous n'aurons plus besoin de secrétaires comme nous les connaissons aujourd'hui. Les courriers que je souhaiterais faire taper, je les dicterai et une intelligence artificielle les mettra en forme sous la forme que je lui aurais définie, euh, même si ça existe déjà aujourd'hui, mais sera encore plus important. Donc, ma secrétaire, qui est peut-être en fragilité parce qu'elle a eu une formation de secrétaire il y a une trentaine d'années sur de la dactylo, elle, si je ne l'accompagne pas, elle sera en danger par rapport à son emploi et moi, je serai en danger par rapport au projet associatif sur son incapacité à évoluer avec la situation. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on va la faire vivre en 4 étapes. La première, autour donc, de se fixer des objectifs en lien avec votre projet associatif. Qu'est-ce que j'attends d'une comptable? Qu'est-ce que j'attends d'une secrétaire? Qu'est-ce que j'attends d'un animateur? Qu'est-ce que j'attends de mon directeur? Effectuer le diagnostic des compétences, une cartographie de vos emplois et les écarts. Est-ce que la comptable dont je parle actuellement, est-ce qu'elle a un BTS comptable et elle fait souvent des formations de mise à jour? Ou est-ce qu'elle a un CAP de comptable d'il y a 20 ans et qu'elle ne se met pas à jour très régulièrement? Vous voyez bien qu'entre ces deux personnes dont je viens de parler, l'écart et le diagnostic nécessaire à sa poursuite ne sera pas le même. Nécessité ensuite d'un plan d'action. Est-ce que ma comptable qui a un CAP de comptabilité, il faut que je l'amène vers un bac pro, vers un BTS ou vers autre chose? Et puis enfin, évaluer les résultats au fur et à mesure de ma démarche pour que je sois bien certain que ce que j'ai proposé correspond bien à l'évolution de ce dont j'ai besoin. Parce que très souvent, on peut proposer des choses et 2 années après, ce que j'ai proposé n'est plus pertinent. Si on regarde les évolutions qu'on a connues avec le Covid sur toute la dématérialisation, le travail à distance, le télétravail, pardon, les visioconférences que nous faisons actuellement, etc., on le faisait de manière très épisodique avant le Covid. Aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Et donc, si mes salariés n'ont pas été formés, accompagnés pour cela, bah, peut-être qu'ils sont aujourd'hui en difficulté. Donc, je dois mesurer les résultats des actions que je fais. Deuxième élément essentiel pour garder des ressources humaines qui sont une vraie ressource, que l'on appelle aujourd'hui le plan de développement des compétences. Là, il est obligatoire pour toutes les structures. Donc, c'est une nouveauté depuis 2019. On appelait ça avant le plan de formation des entreprises. Aujourd'hui, on l'appelle le plan de développement des compétences. Et il permet à l'employeur de définir des axes de formation qui sont nécessaires au maintien des personnes dans l'emploi. L'employeur a deux obligations. La première, c'est l'adaptation au poste de travail. La deuxième, c'est le maintien dans l'emploi des salariés. Vous voyez que ça croise la gestion des compétences. Le plan de développement des compétences, il est à plus court terme. Mais je suis bien, en tant qu'employeur, dans la nécessité d'adaptation au poste de travail de mes salariés et dans de l'emploi. Je ne peux pas dire ma comptable n'est plus à jour, tant pis pour elle, je la licencie. Je dois accompagner ma comptable pour qu'elle soit à nouveau à jour des nécessités du métier. Euh, le, l'autre, euh, l'autre élément, c'est que l'employeur a une obligation de formation générale à la sécurité. Si vous avez des salariés euh, qui sont pas forcément dans des métiers en difficulté de sécurité, il y a nécessité pour l'employeur de proposer des formations pour que les salariés aient toujours des postures, des attitudes qui soient des attitudes sécu. Le plan de, le plan de développement des compétences, on peut se le faire financer. Vous verrez après, on aura une slide sur la formation. On peut se le faire financer dans le cadre de nos OPCO, nos opérateurs de compétences, qui vont pouvoir répondre à mes besoins. J'ai défini les besoins et l'OPCO va pouvoir financer les différentes demandes que je vais lui faire. Troisième élément pour maintenir nos ressources humaines à la hauteur de nos besoins et qu'elles soient réellement des ressources.
C'est ce qu'on va appeler toute la phase d'entretien et de suivi de nos salariés. Vous avez une obligation légale, dès l'instant que vous avez un salarié, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, de mener avec lui chaque année ce qu'on appelle un entretien annuel. Ces entretiens, ils visent à ce que votre collaborateur et son responsable échangent sur le fonctionnement sur le poste, sur l'organisation, sur la charge de travail, sur l'organisation du travail, sur les tâches, pour les faire évoluer de manière à ce que votre salarié soit toujours le plus efficace par rapport aux besoins, soit les siens qu'il a vus dans son emploi, soit par rapport aux vôtres en tant qu'employeur. C'est aussi l'occasion, ces entretiens annuels, de recenser les besoins de formation et d'aborder les perspectives de carrière. C'est essentiel aujourd'hui. On a des salariés qui peuvent être volatiles. C'est essentiel aujourd'hui pour les salariés de savoir que leur entreprise, leur association est en capacité à la fois de leur offrir des formations et à la fois des possibilités d'évolution de carrière. Si je suis seul salarié dans une entreprise ou une association, mon évolution de carrière peut être assez limitée. Si je suis dans une association un peu plus importante, je peux envisager de devenir responsable d'un service, comptable si j'ai des velléités de comptabilité, secrétaire de direction si je suis secrétaire d'accueil, etc. Et il faut que nous accompagnions nos salariés qui aient cette vision, qu'ils soient en capacité de se dire, mais pourquoi pas moi, dans 5 ou 10 ans, à ce poste-là. Et là aussi, on est bien dans de l'accompagnement pour garder des ressources humaines qui soient des réelles ressources. Si vous me dites toute ta vie, tu resteras secrétaire d'accueil, il y a assez peu de chances que mon dynamisme et ma motivation restent très grands. Si vous me dites, on va t'accompagner pour être secrétaire d'une activité et peut-être dans plusieurs années secrétaire de direction, là, on est bien dans une dynamique globale d'accompagnement et de me donner envie de poursuivre au sein de l'association. Vous avez en fait 3 entretiens qui sont utiles et nécessaires et indispensables et légaux. Le premier, donc, je le disais, l'entretien annuel. On va faire au cours de cet entretien le point, hein, je vous rappelle, tes besoins de formation, comment ça se passe, quelles sont tes difficultés, tes réussites. On va faire tous les 2 ans un entretien professionnel. Cet entretien professionnel, il est plus tourné vers la formation et la carrière. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Est-ce que c'était des formations obligatoires ou est-ce que c'était des formations facultatives que l'employeur a sollicitées? Est-ce que tu connais, par exemple, ton CPF? Est-ce que tu connais le conseil en évolution professionnelle? Pour que du coup, le salarié soit bien informé de tous les dispositifs qui peuvent lui permettre d'évoluer. Et puis enfin, on a le troisième entretien qui porte le même nom que le deuxième, l'entretien professionnel, qui s'appelle le bilan des 6 ans. Parce que tous les 6 ans, on doit faire un point pour savoir si votre salarié a bien eu une formation non obligatoire au cours de ces 6 années. Pourquoi? Parce que c'est une des obligations de l'employeur de proposer, de mettre en formation son salarié une fois tous les 6, au moins une fois tous les 6 ans, sous peine, s'il ne le fait pas, d'être amendable à hauteur de 3 000 euros. Et ces 3 000 euros seront mis sur le compte du CPF de l'employé qui n'a pas été en formation. La formation, ça n'est pas une formation diplômante. Si je vous envoie faire 2 jours de formation sur conduite de réunion, j'ai rempli mon obligation d'employeur de vous avoir proposé et mis en place une formation pour vous. Mais il faut absolument que vous ayez participé à une formation donc de quelques jours, à une formation diplômante de plusieurs centaines d'heures, mais je dois pouvoir l'attester parce que sinon, je suis amendable en tant qu'employé. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont là, vous mettez en place les entretiens annuels, les entretiens professionnels et les entretiens professionnels bilan à 6 ans, mais donc c'est assez récent. Donc on vient d'arriver, pour ceux qui ont commencé très tôt, sur les 6 ans en 2022 et 2023. Donc on n'a pas encore une culture et une recul très importants, mais c'est quelque chose d'essentiel. Des salariés pourraient aujourd'hui se retourner contre leur employeur en disant, vous ne m'avez pas proposé de formation, même un jour de formation. Donc je souhaite mettre en œuvre le principe de 3 000 euros d'amende de votre part sur mon compte CPF. Pour finir, pour qu'après on puisse avoir un échange, si vous avez des questions, on échange. Le dernier élément sur lequel je souhaitais
vous sensibiliser pour développer, garder des ressources humaines qui soient des ressources et donc qui soient à jour de toutes vos obligations, c'est la formation professionnelle, donc que vous pouvez financer dans le cadre de votre plan de développement des compétences ou d'autres systèmes qu'on va voir tout de suite. Notre OPCO, si vous êtes dans la cohésion sociale, notre OPCO, l'opérateur de compétences, est uniformation. Hein, vous cotisez à deux, au minimum à deux taux pour la formation professionnelle. Le premier est ce qu'on appelle le taux légal. Donc, toutes les entreprises et associations y cotisent dès l'instant où elles ont sollicité des salariés. C'est aujourd'hui, depuis 2022, récupéré par la CGSS dans le cadre de votre DSN mensuel. Et vous avez un deuxième taux, qui est votre taux conventionnel, qui lui est récupéré par votre, collecté pardon, par votre OPCO, qui correspond au souhait de votre branche professionnelle de financer plus ou moins des formations pour vos salariés. Vous avez des branches qui surcotisent beaucoup, de l'ordre de 1,2%, et puis vous avez des branches qui ne surcotisent pas, donc qui sont auto-légales et qui ont quelques millièmes de pourcentage de plus. Vous voyez là aussi tout à l'heure, quand je vous disais calculer le coût de votre salarié, mais si vous êtes dans une branche professionnelle qui valorise la formation professionnelle, vous avez les chances d'avoir un taux plus important. Et un taux plus important, c'est un pourcentage de la salariale. Donc, du coup, c'est des coûts supplémentaires pour vous. J'ai inscrit 5 dispositifs pour former vos salariés, pour les mettre à jour, pour leur permettre de monter en compétences systématiquement quand vous en avez besoin. Donc, un premier dispositif qui s'appelle la PROA. C'est un dispositif qui permet à quelqu'un en CDI chez vous de suspendre son contrat de travail pour une période donnée pour obtenir un diplôme professionnel inscrit au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. C'est une suspension du contrat de travail, bien entendu, qui garde le salarié en contrat chez vous. Hein, ce n'est pas une rupture, mais une suspension. La seule différence, c'est que vous allez accepter, c'est de l'alternance, donc vous allez accepter de laisser partir pendant la durée de la formation, en gros souvent une semaine par mois ou l'équivalent d'une semaine par mois, votre salarié dans un organisme de formation qui vous proposera une formation. Et votre salarié restera bien entendu les 3 autres semaines chez vous. Le deuxième dispositif qui est très intéressant, qu'on appelle DAF, demande d'aide financière. Donc, on les fait auprès d'une formation ou éventuellement des autres OPCO. Je vais pouvoir demander à mon OPCO de financer la formation professionnelle d'un de mes salariés. Je parlais tout à l'heure de ma comptable. Pour qu'elle s'adapte, elle avait un bac pro. Je pense que ce serait intéressant qu'elle passe un BTS de comptabilité. Je vais donc demander à mon OPCO de financer la formation de ma comptable en BTS. Et donc, il y a des conditions, il y a des coûts horaires, il y a des frais annexes. Donc, tout ça, ça peut varier d'un OPCO et d'une entreprise à l'autre. Et donc, aujourd'hui, un employeur, quand il veut mettre en place des formations professionnelles pour ses salariés, ne doit pas ou peut mettre de l'argent de sa poche. C'est aujourd'hui une erreur de penser que je suis employeur et je paierai toute la formation de mes salariés. Vous êtes adhérent à l'OPCO, l'OPCO a des fonds locaux et nationaux, et donc vous devez pouvoir avoir toute une partie d'une formation pour vos salariés prise en charge. Vous avez un troisième dispositif qui s'appelle les actions collectives territoriales, qui permet pour plusieurs employeurs de faire appel à un organisme de formation pour mettre en place une formation courte, une journée, 2 jours, 5 jours, dans des domaines particuliers. Ma comptable de tout à l'heure, peut-être que nous sommes plusieurs associations à avoir besoin de former nos comptables sur je sais pas, le logiciel, la dernière modification du logiciel comptable. Eh bien, nous pouvons nous mettre ensemble, trouver un organisme de formation qui nous formera à ce nouveau logiciel comptable et le faire financer dans le cadre d'une action auprès de l'OPCO. Quatrième dispositif, la DAF-U unitaire, demande d'aide financière unitaire. Là, j'ai 5 ou 6 salariés qui auraient besoin d'être formés dans un domaine. Toutes nos secrétaires ont besoin d'être mises à jour sur, je sais pas, le logiciel mail que nous utilisons. Eh bien, je peux demander à mon OPCO un financement pour mettre en place une formation spécifique pour mes secrétaires sur développer leurs compétences sur le logiciel de webmail.
Et puis enfin, dispositif le plus intéressant aujourd'hui pour accompagner et développer nos projets associatifs, euh, l'apprentissage. Donc, pour des jeunes ou des personnes qui ont plus de 29 ans, qui sont soit travailleurs en situation de handicap, soit demandeurs d'emploi qui souhaitent créer une entreprise. Euh, et donc, nous pouvons aujourd'hui, de l'État assez importante, de la CTM, qui met plus de temps à arriver que celle de l'État, et surtout proposer à la personne qui rentre en apprentissage une formation diplômante dont le coût est pris en charge par notre. Euh, Dernier élément, j'ai mis comment ça marche avec une formation, mais ça pourrait marcher avec d'autres OPCO. Quand j'ai une formation, je dois me rapprocher d'un organisme de formation et je dois demander deux choses à cet organisme de formation systématiquement. Un programme, qu'est-ce que vous allez faire avec mon salarié qui partira avec vous sur telle formation, et un devis. Et dès l'instant où j'ai un devis et un programme, je vais pouvoir faire une demande auprès de mon OPCO pour le financement de cette action de formation. Je conventionnerai ensuite avec l'organisme de formation et ensuite, soit je paye, soit je demande à l'OPCO de payer directement cet organisme de formation. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de leviers qui permettent de maintenir nos ressources humaines à jour, de développer leurs compétences. Mais pour ça, je dois savoir en tant qu'employeur exactement ce que j'attends de mes salariés. Et souvent, une grande difficulté dans les associations, nous n'avons pas une vision précise de ce que nous attendons de nos salariés. Certains d'entre nous l'ont, d'autres l'ont un peu moins. Et c'est ça qui peut mettre en difficulté la pérennité de votre projet et donc l'emploi derrière. Je m'arrêterai là. Je vous propose plutôt une série d'échanges, de questions. Euh, j'ai déjà beaucoup parlé et je me tiens à votre disposition pour des questions ou des problématiques que vous rencontrez. J'espère que je ne vous ai pas endormi en ce milieu d'après-midi. Est-ce que c'est une N'hésitez pratique que pas. vous avez? Pardon? Je disais, les structures qui sont présentes, est-ce que c'est une pratique? Est-ce qu'il y a certains points de la procédure qui a été présentée fait partie de vos pratiques ou une des étapes? Eh bien, bonjour à tous. C'est Bonjour, Philippe monsieur. Attil. Monsieur Conto, bonjour. Donc, on se connaît donc depuis quelques temps. Donc, je fais partie de ces stagiaires qui vont devenir trésoriers et qui vont approfondir leurs connaissances en trésorerie sur les associations. Donc là, j'ai observé dans l'association dans laquelle je viens d'adhérer, en fait, les salariés sont choisis par rapport à un projet ce qu'ils ont. Donc, ce sont des scientifiques en général. Et il n'y a pas ce genre de ce que vous venez d'expliquer là. Ils sont choisis par rapport à une compétence qu'ils ont, donc il faut déjà être plongeur par contre, c'est assez obligatoire pour eux. Et effectivement, donc il y a des personnes qui sont plus ou moins écartées dès qu'elles n'ont pas certaines compétences, hein, donc c'est dans les observations qu'ils doivent faire. J'ai remarqué également qu'il n'y a aucun administratif dans l'association. Il n'y a pas de secrétaire, pas de comptable. Et donc c'est une personne qui fait un petit peu de tout en fin de compte. Du coup, par rapport à ce que vous dites, effectivement, vous avez certaines associations qui ont des spécificités avec des besoins très particuliers. Là, vous parliez de euh, plongeurs. Après, là où il faut, quand on recrute des personnes, c'est être certain que cette compétence n'exclut pas d'autres capacités qu'ils auraient et qu'ils mettraient en œuvre au service de l'association. Euh, il arrive parfois sur des métiers en tension où on a du mal à recruter quelqu'un. Et donc, du coup, on se dit, on va simplement le recruter sur cette partie qui est compliquée. Or, le projet associatif, quel qu'il soit,
il doit se voir dans sa globalité. Et les personnes qui intègrent votre structure ben, ne doivent pas se voir que dans une fonction particulière, même s'il faut qu'elle soit bien définie, mais il faut essayer de les faire rentrer dans d'autres choses. Et parce que souvent, l'autre élément que je rencontre, c'est que pour avoir des gens, il vaut mieux qu'on propose des 35 heures. Et parfois, quand on regarde réellement la quantité de travail mensuelle des personnes, à la semaine, hebdomadaire, pardon, on n'a pas 35 heures. Et donc, du coup, on peut se mettre aussi en difficulté parce qu'on souhaite avoir une compétence particulière, alors qu'on n'a pas les moyens d'avoir cette compétence particulière sur autant de temps. Et donc, c'est important, peut-être dans les entretiens, quand on rencontre des gens, d'aller au-delà de la mission que je souhaite et des tâches que je souhaite leur confier, pour voir si nous ne pourrions pas développer d'autres pôles dans notre association, d'autres activités en lien, bien sûr, avec notre projet associatif, qui permettraient d'utiliser les compétences de ces personnes. D'accord, je dis. Après, vous parliez tout à l'heure il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de secrétaire, etc. Euh, les bénévoles peuvent le faire sans difficulté en fonction de la taille de l'association. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les compétences nécessaires pour du secrétariat, alors quand je dis secrétariat, c'est pas taper trois courriers, mais c'est notamment tout ce qui est demande de subvention, les applicatifs en ligne de tous les ministères, de tous les services des collectivités, etc., nécessitent parfois des compétences que monsieur tout le monde peut avoir, mais peut aussi ne pas mobiliser sur tant de temps. Et puis, par exemple, aujourd'hui, si on a des salariés, faire de la paye aujourd'hui, ça a toujours été un vrai métier, mais aujourd'hui, plus personne ne peut le faire comme ça par-dessus la jambe. Quand il y a une quinzaine d'années, on faisait encore des feuilles de paye en Excel. Il n'y avait aucun problème. On faisait des feuilles de paye, on mettait les taux qu'on voulait et ça passait et il n'y avait pas de souci si les taux étaient bons. Aujourd'hui, si je ne fais pas ma DSN au 31 du mois, euh, le, l'URSSAF, enfin, la CGSS me rattrape très vite et je suis très vite en difficulté. Donc, il y a des compétences aujourd'hui qu'il y a plusieurs années, nous n'avions pas vraiment besoin, on pouvait faire avec. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui. On nous a vendu la numérisation comme une simplification. La numérisation est parfois une complexification et nécessite des compétences que chacun d'entre nous n'a pas forcément. Eh bien, c'est bien le cas, hein. Donc, c'est notre directrice, par exemple. C'est elle qui se charge de faire à la fois la secrétaire, la comptabilité et la recherche. Ouais, quand même, ils sont deux. Il y a une deuxième personne qui fait la recherche des projets. Parce qu'en fin de compte, c'est le projet qui fait le salaire de la personne. Il n'y a pas de Et, production. et après, l'autre question qu'on peut se poser, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est économiquement, est-ce que c'est pardon, économiquement intéressant qu'une directrice qu'a priori je paye plus cher qu'une comptable fasse de la comptabilité? C'est-à-dire que je le dis comme ça, peut-être que vous payez bien cher votre directrice pour faire des tâches moins importantes au sens financier ou qu'on pourrait payer de secrétariat ou de directeur, de comptable. Et donc, du coup, ben, effectivement, peut-être que si on libérait du temps de comptabilité de secrétariat à votre directrice, elle aurait plus de capacité à faire des projets, à développer des choses, ce qui est plutôt le rôle d'une directrice. Et du coup, avoir des emplois pas à temps plein sur du secrétariat ou de la comptabilité pour la libérer de ça et du coup, payer au juste prix une secrétaire ou une comptable qui ne serait pas payée peut-être au prix d'une directrice. Et voilà, c'est ce qui nous gêne, c'est qu'elle fait plus de 35 heures. Elle est à, à presque 60 heures, hein, dans la semaine, hein, avec ça. Presque le double. Alors, autre proposition dans ce que je dis actuellement, euh, on a aujourd'hui quelque chose qu'on utilise très peu, qui sont les groupements d'employeurs. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'une comptable, ma première réaction, c'est de me dire, j'embauche une comptable à 35 heures. Bon, bah, si j'ai besoin de 35 heures, c'est bien. Si je n'ai pas 35 heures, c'est un peu plus dommageable. Mais on a aujourd'hui
en Martinique des groupements d'employeurs qui peuvent embaucher une comptable à 35 heures et vous la mettre à disposition sur le nombre d'heures dont vous avez besoin, à savoir 7 heures, 14 heures par semaine, etc. Ce qui permet de payer, entre guillemets, le juste prix d'une compétence de comptable ou d'autres secrétaires ou d'autres choses. Hein. Les groupements d'employeurs n'ont pas de limite sur la typologie des emplois qu'ils peuvent faire. Donc, on n'utilise pas toujours toutes les ressources qui sont à notre disposition, soit pour gagner en compétences, soit pour gagner en efficacité financière. On peut avoir le nom de ces groupements? Oui, je vais laisser peut-être Cécile donner ce qu'elle a, mais par exemple, dans le groupement vous avez un groupement d'employeurs dans les métiers du sport et de l'animation. D'après ce que j'ai compris, vous êtes sur quel domaine d'activité? Alors, donc, il s'agit de la sommaire. C'est la préservation de l'environnement marin. Ouais. Et actuellement, c'est des coraux, le blanchissement des coraux. Oui, oui. Et donc, c'est essentiellement des scientifiques qui s'occupent des gens qui Ouais. ont une spécialité bien particulière pour s'occuper de ces activités-là. Oui, oui, Mais tout à fait. au-delà, donc, il faut bien rechercher des projets qui sont développés par la DEAL en général. Mhm. Et naturellement, il faut du temps pour s'en occuper. Oui, alors sur les groupements d'employeurs, la difficulté, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. On en a dans le service à la personne, mais il y en a après, effectivement, sur le sport. Il y en a, je crois, un en agriculture qui commence enfin, qui s'est mis en place. Mais après, ça, c'est pas quelque chose qui répond forcément directement à votre demande. Ce qu'il faut éventuellement aussi peut-être pour soulager un peu la tâche aussi, c'est voir avec le chèque emploi associatif, hein, puisque le chèque emploi associatif, ça permet aussi peut-être d'avoir un complément de temps sur quelqu'un qui est employé sans pour autant que ce soit un temps plein ou un temps... oui, enfin voilà, ça peut être pour quelques heures en complément du travail qui est déjà effectué. Il y a combien au fait de salariés? Il n'y en a qu'une. Non, non, justement, il y a 4 personnes. Ouais, Mais c'est vraiment la charge la plus importante, c'est la directrice. ouais. La deuxième, comment dire, c'est un poste scientifique. Et les 2 autres personnes, ce sont par projet. Ouais. Donc, elles n'ont ce sont pas des emplois qui sont référencés, là, comme vous venez de me dire. Non, non, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment par projet. Donc, et moi, en Par tant que contre, trésorier, ça me pose des questions. avec la dynamique qui se met en place autour de la DEAL et autour de Graines et autour de ces éléments-là, peut-être qu'il y aurait un partage de tâches administratives ou d'ingénierie à trouver et du coup une mise en place d'un groupement d'employeurs à petit niveau qui pourrait se mettre un peu impulsé autour de l'environnement. C'est peut-être aussi une piste à réfléchir. S'il y a quand même une dynamique qui se met en place, enfin, je sais que là, j'étais présente au dernier regroupement des associations impulsées par la DEAL. Il y a quand même un certain nombre d'associations. Je pense que la problématique, vous n'êtes pas la seule association à l'avoir. Voilà, il y a peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là pour essayer d'avoir un emploi mutualisé en complément de l'existant chez vous. Voilà, c'est tout. Merci de toutes vos réponses. Merci bien. Monsieur Monsieur Marie, Marie. oui, je vous vois la main levée si vous voulez mettre votre micro ou parler. Il a souvent un souci de micro, Monsieur Marie. On ne On vous vous entend entend pas, pas, Monsieur Monsieur Marie. Marie. Est-ce que vous voulez écrire dans le chat pour qu'on puisse lire votre question?
Est-ce qu'il y aurait une autre question comme on n'entend pas Monsieur Marie? Vous nous entendez, Monsieur Marie? Faites-nous un petit signe de la main si vous nous entendez. Oui, merci. Parfait. Et écrivez dans le chat si vous pouvez, puisque du coup là on n'arrive pas du tout à vous entendre. Donc tout en bas, vous avez le chat dans participants. Non, plus, pardon, tout en bas à droite. Je pense qu'au moment où il se connecte, il oublie peut-être d'activer le son. Oui, parce que on dirait qu'il a son son puisqu'il n'est pas bloqué, mais c'est un souci. En attendant qu'il résolve son problème, Oui. Ben, s'il y peut-être, a Monsieur d'autres Marie, ce que je questions. vous propose, c'est d'envoyer sur le mail générique de l'événement votre question. Je m'engage à vous répondre si elle m'est destinée. N'hésitez pas. Et puis, peut-être comme je vois que l'heure est arrivée à son terme et qu'il y a d'autres visios derrière, euh, je, on va peut-être s'arrêter là. On vous Ça transmettra sera les coordonnées ensuite. de Monsieur Canto, Monsieur Marie, comme ça vous aurez un entretien individuel avec lui.